Lumière. 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 Lumière sur l'érosion des coraux avec Irina Bundeleva, maître de conférence à l'Université de Bourgogne et chercheuse au laboratoire Biogéosciences à Dijon. Avec l'augmentation du CO2 atmosphérique, les océans s'acidifient. Cette acidification des océans a des conséquences sur la faune et la flore, dont, entre autres, l'érosion des coraux de nos océans. Bonjour Irina Bundeleva. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne, chercheuse au laboratoire Biogéosciences, et nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission CNRS en Lumière. Alors, vous étudiez le processus de ce qu'on appelle la bioérosion des carbonates par les cyanobactéries œandolytiques. Bon, chers auditeurs, pas de panique, on va tout vous expliquer avec des mots simples, c'est promis. Irina, alors, qu'est-ce que c'est que des cyanobactéries œandolytiques ? Déjà, les organismes œandolytiques, si on reprend le mot, ça provient de deux mots latins. Endo, ça veut dire à l'intérieur. Lithos, ça veut dire la roche, la pierre. Ça veut dire les organismes qui vivent à l'intérieur des roches et des pierres. Et là, concrètement, ce sont des cyanobactéries qui choisissent leur habitat à l'intérieur des roches et des pierres. Et cyanobactéries, si on reprend, ce sont des organismes photosynthétiques. Ça veut dire ce sont des organismes qui ont besoin de la lumière et du CO2 pour produire leur biomasse pour vivre. Et donc là, on retrouve un phénomène assez curieux. À la fois, ce sont des bactéries qui ont besoin de la lumière, mais en même temps, qui vivent un peu dans la profondeur des roches. Si je comprends bien, ces cyanobactéries, elles sont à l'origine de l'érosion ou de la dissolution des récifs coralliens. Mais alors, comment ça se passe ? Par quel processus ? C'est la question qui est restée très longtemps ouverte. Donc déjà, si je découpe en deux parties, comment ça se passe ? Il était démontré par les collègues des laboratoires aux États-Unis et justement on a reconfirmé ça dans nos études-là, que le processus de destruction, c'est un processus actif. Ça veut dire les bactéries, c'est la bactérie endolytique dont on parle, ils font ça exprès. Donc dans leur gène et dans leur métabolisme, ils ont des processus qui prévoient justement ce processus de dissolution des carbonates, donc des coraux, pour survivre. Ils font ça, je ne veux pas rentrer dans toutes les bases biologiques pour expliquer l'importance qu'ils possèdent déjà des pompes à calcium qui permettent d'absorber le calcium qui est libéré lors de la dissolution des coraux ou des autres substrats carbonatés. Ils peuvent aussi produire les protones par la pompe des protones pour dissoudre localement le carbonate de calcium des coraux pour justement libérer le CO2 pour ensuite l'utiliser pour la photosynthèse. Parce que je vous rappelle, ce sont des bactéries photosynthétiques qui ont besoin de CO2. Et en fait, ils font ces dissolutions pour avoir l'accès à la CO2, molécule de CO2, pour faire leur biomasse pour survivre. La question qui se pose naturellement, mais ils peuvent très bien faire leur photosynthèse à la surface. Parce qu'il y a le CO2 à la surface, il y a le CO2 dans l'eau, comme les autres cyanobactéries. Parce qu'il y a des cyanobactéries qui font la photosynthèse en prenant le CO2 atmosphérique, sans dissoudre des carbonates. Et cette question a dérangé pendant longtemps les chercheurs qui se demandaient, mais c'est le processus qui est extrêmement coûteux pour les cellules. Pourquoi elles font ça ? Et en fait, la réponse est assez compliquée, mais en même temps assez simple. Ils font ça pour survivre. Ils ont choisi cette niche, donc ces roches, comme une cachette. Parce qu'il faut imaginer que les bactéries qui vivent dans l'eau, sur les surfaces, sur les roches, ils sont très vulnérables pour les organismes brouteurs, typiquement les poissons. Et donc, si les bactéries restent à la surface, ils sont détruits en 3 jours. Donc, les communautés qui arrivent pas à aller à l'intérieur
des cailloux, des pierres, ben, elle est vite éliminée par des poissons ou par les autres organismes brouteurs. Et en fait, ces bactéries endolytiques, ils ont choisi ce métabolisme-là pour pouvoir se cacher. Donc, ils creusent des tunnels pour aller en profondeur, mais en même temps, ils restent quand même pas très profonds pour avoir de la lumière, pour ne pas être accessible pour des brouteurs. Et là, c'est un processus qui s'enclenche parce que, comme ils creusent, ils font des tunnels. Imaginez le substrat il est fragilisé par ces tunnels-là. Et ensuite, on a un organisme, poisson, brouteur qui passe. Donc, le substrat, la surface des coraux, il est fragilisé par ces tunnels-là. Et ça va détruire cette surface-là. Donc, les bactéries endolytiques ou les champignons, notre organisme, ils sont obligés d'aller encore plus en profondeur. Et donc, ils fragilisent le substrat plus en profondeur. Et c'est le processus, en fait, c'est un groupe des organismes qui travaillent, mais ils font pas exprès. Chacun fait son travail. Les bactéries endolytiques, ils survivent. Ils se cachent pour ne pas être mangés pour survivre. Et les brouteurs, ils cherchent leur nourriture. Et en fait, la destruction des coraux, c'est un processus très, très complexe où on a à la fois le rôle des facteurs environnementaux, comme le pH, qui d'ailleurs diminue à cause de l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. On a la présence des organismes endolytiques qui utilisent le substrat carbonaté comme la cachette. Et on a des brouteurs qui sont à la recherche de la nourriture, qui vont détruire le substrat qui est fragilisé par des organismes endolytiques. Donc c'est un processus qui est extrêmement compliqué, mais en même temps, c'est la vie. Chacun survit comme il peut. Alors, on l'a vu, hein, ces cyanobactéries, elles sont présentes dans l'eau. Mais comment vous analysez, du coup, ces échantillons ? Est-ce que tout se fait au laboratoire ? Est-ce que vous êtes peut-être amené à vous rendre sur place, peut-être sous l'eau ? Moi, concrètement, non. Moi, pour l'instant, c'est dans mes projets. Il y a une équipe qui travaille à Marseille qui fait des plongées scientifiques sous-marins pour installer des petits laboratoires pour étudier les processus de bioérosion. Moi, de mon côté, je mène mes études plutôt au laboratoire. Pourquoi ? Parce que les études au laboratoire, par rapport à les études sur le terrain, ce sont des études qui permettent de simplifier des phénomènes observés. Parce qu'il faut imaginer, si on parle concrètement de bioérosion, comme je viens de dire, dans ce processus, il y a plusieurs organismes qui sont appliqués. Ils travaillent tous ensemble. Et pour comprendre concrètement quel organisme fait quoi, avec quelle vitesse, quelles conditions soient plus favorables pour accélérer la destruction des coraux, parfois, si on prend l'échantillon complexe sur le terrain, c'est difficile à dire. D'où l'intérêt à faire les études au laboratoire que moi je fais. Et concrètement, dans mon dernier projet, qui au cœur de ce projet, c'était justement l'étude de quelques souches des cyanobactéries endolytiques. Donc, on a isolé ces souches-là de milieu naturel de Costa Rica. On les a mises au laboratoire. On a testé plusieurs types de substrats, donc y compris des coraux. On a testé plusieurs types de conditions, y compris le changement du pH, où on a vu clairement que le pH, il joue un rôle critique dans l'accélération de processus de destruction des coraux. Donc, d'où l'importance d'études du laboratoire. C'est vraiment, on peut identifier, on peut analyser, observer un seul facteur. Sauf que sous le terrain, c'est une multitude des facteurs et parfois, on a du mal à comprendre quel est le facteur est plus important, dans quelles conditions, ou c'est peut-être un autre facteur, ou l'organisme, c'est peut-être pas le facteur, c'est peut-être un organisme. Donc moi, mes échantillons, pour répondre à votre question, ils proviennent du laboratoire. Donc moi, j'ai fait l'expérience au laboratoire et je le suis pendant 1 ou 2 ans. Et souvent, c'est 1 ou 2 fois par mois, je fais l'échantillonnage. Et c'est mon échantillon où je fais plein d'analyses. Oui, donc travailler au laboratoire, ça vous permet d'avoir vos propres cultures et puis surtout de pouvoir jouer avec les paramètres comme vous voulez, jouer un petit peu avec la nature pour accélérer aussi les choses. Exactement. Et il y a des scientifiques qui critiquent beaucoup cette approche-là en disant que c'est trop simple, c'est pas ça qui va se passer dans la nature. Mais en même temps, on ne peut pas expliquer tout ce qui se passe dans la nature qui est si complexe si on ne fait pas les systèmes plus simples. Moi, c'est ma niche. J'adore l'expérimentation au laboratoire. Et c'est vrai que je fais beaucoup de collaborations avec des collègues au laboratoire biogéosciences qui font les études des phénomènes naturels in situ, sur le terrain.
Et moi, je fais les mêmes études au laboratoire et on se retrouve avec des résultats absolument fantastiques. C'est très complémentaire ces deux approches. Alors, j'imagine que sur le terrain comme au laboratoire, vous utilisez des équipements et outils particuliers pour analyser les micro-organismes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous utilisez au quotidien pour vos recherches ? Avec plaisir. Mon approche principale, ce sont des études au laboratoire. Donc, j'utilise beaucoup des instruments qui se trouvent directement au laboratoire. Donc, ça commence par le travail dans les milieux stériles. Donc, j'ai un laboratoire microbiologique où j'ai tout un équipement pour rendre stériles des choses, des autoclaves, des ultraviolets, les lumières ultraviolettes. J'ai une enceinte stérile aussi pour pouvoir manipuler des organismes, parce que si on veut travailler, comme on travaille avec un seul organisme, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'autres organismes. D'où l'intérêt de garder les conditions stériles. Donc déjà, tout commence dans des conditions stériles. Ensuite, une fois que les expériences sont lancées, il faut les suivre dans le temps. Donc là, j'ai fait les analyses des solutions. Par exemple, si on parle des solutions, des destructions des coraux, pour suivre combien de calcium il est dans la solution. Donc ça nous indique combien de coraux a été dissous. Pour suivre le pH aussi, parce que comme on a dit que c'est important pour la stabilité des carbonates, donc les coraux en particulier. Donc là, c'est toutes les études de l'eau, donc l'analyse géochimique, on peut le dire. Et ensuite, j'ai toute une cortège, c'est ma partie préférée, toute une analyse en microscopie. Ça commence par une analyse en routine, par les observations en microscopie optique. Bon, on peut aller jusqu'à grossissement 40, 60 fois, bon, parfois 100 fois, mais là, l'image n'est pas très chouette. Et là, on passe en microscopie électronique. Donc là, on prépare nos échantillons, on fait les observations en utilisant les microscopies électroniques qui peuvent aller dans les grossissements beaucoup plus importants. Et aussi, on peut utiliser des marqueurs. C'est justement ça que j'utilise beaucoup dans l'étude des destructions des coraux. Les marqueurs pour observer les échantillons, les coraux, qui sont en train d'être détruites par les bactéries. Donc, j'observe ça en microscopie confocale. Et en utilisant des marqueurs différents, on peut faire fluorescer, donc on peut rendre visible la partie minérale qui est en train de disparaître et les bactéries aussi qui sont en train de creuser, de travailler. Et ça, ce sont des images absolument spectaculaires où tu vois vraiment le phénomène qui se passe. Donc, et après, on a des approches aussi, tout ce qui est spectrométrique, pour savoir quelle est la minéralogie des substrats. Et je travaille beaucoup en collaboration parce que je trouve que c'est une richesse. C'est beau faire tout par soi-même, mais on ne peut pas être compétent partout. Et donc, d'où l'intérêt à avoir des collaborateurs, collaboratrices avec les compétences complètement différentes. Et donc, concrètement, dans ce projet sur la destruction des récifs de coraux, j'ai fait appel au laboratoire Crohn Environnement de Besançon, où ils ont fait l'analyse génétique de mes souches des bactéries endolytiques. Et ils ont fait un traitement de données assez intéressant. Donc, c'est le traitement très lourd. Ça s'appelle bioinformatique et qui nous a permis à décrire le mécanisme de destruction des coraux. Et ça, c'est quelque chose absolument fantastique. Donc là, la richesse dans la science, c'est aussi ces collaborations, ces compétences qui viennent des autres collègues aussi. La science ne se fait jamais seule. Jamais. Alors, Irina, vous êtes aujourd'hui pionnière sur l'étude de la dissolution des carbonates comme les coraux, mais quel a été votre parcours avant d'en arriver là ? Mon parcours. Donc, par où je commence? Mais je pense que je vais commencer par mon parcours en Russie parce que je suis russe. Et j'ai eu un bon parcours de mes études supérieures, donc jusqu'à Master 2 inclus, j'ai fait en Russie. Et j'ai fait les études de chimie. Donc j'ai fait des études dans un grand fac de chimie. Et donc à la base, je suis chimiste. Ensuite, ça date de 2008. J'ai fait une rencontre clé dans ma vie. J'ai rencontré mon futur directeur de thèse, qui est Oleg Pakrovsky, qui est origine, il est russe aussi, mais il est depuis 30 ans au CNRS. Et lui, il m'a proposé de venir à Toulouse, en France, pour faire une thèse. J'ai postulé et j'ai passé pour faire une thèse. Et j'ai vécu pendant 3 ans à Toulouse, dans une ville absolument magnifique.
Et c'est justement à un moment de cette thèse-là que j'ai fait la connaissance avec le processus de bioprécipitation. C'est justement ces processus où le vivant, les bactéries, rentrent en contact avec la roche. Et justement, c'est mon parcours chimique. Mes bases très très solides en chimique m'ont permis à bien comprendre le fonctionnement déjà des organismes biologiques, parce que c'est biologie, et aussi tout ce processus de précipitation ou dissolution des carbonates. Et ensuite, après la thèse, j'ai enchaîné 2 ans à Paris. Pour moi, c'était aussi un grand honneur de travailler 2 ans à l'Institut de physique du Globe de Paris avec Bénédicte Ménez et François Guyot, où j'ai continué mes recherches. Et ensuite, 2 ans d'après, j'étais recrutée comme maître de conf. J'ai participé à un concours et j'étais recrutée comme maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Et depuis, je fais ma recherche au laboratoire Biogéosciences et j'enseigne à l'Université de Bourgogne. Quel parcours! Et justement, plus tard, dans le futur, alors, sur quoi porteront vos prochaines recherches? Là, je pense qu'il faut surtout, comme tous les scientifiques, on a la tendance à aller dans tous les sens parce que plus on avance, plus on a des questions. Et j'ai beaucoup de collègues qui sont curieux, qui mènent plein de projets, qui sont toujours aussi intéressants, mais ça prend beaucoup d'énergie et on ne peut pas tout faire. Donc, et moi, si on regarde, justement, si on reprend mon projet sur les bactéries endolytiques, moi, j'aimerais bien, justement, lancer un autre projet pour se rapprocher plus de le milieu naturel. Donc, faire des missions de plongée. Dans notre laboratoire Biogéosciences, on a 2 plongeurs scientifiques qui peuvent assurer des plongées jusqu'à même plus de 40 mètres. Moi aussi, concrètement, je me suis fait former pour faire de plongée. Et pour moi, mon rêve et mon projet scientifique en même temps, c'est pouvoir accéder à ces récifs des coraux qui sont en train de disparaître et installer des petits laboratoires qui peuvent être suivis pendant plusieurs années pour voir avec quelle vitesse, quels facteurs jouent dans cette destruction de ces constructions absolument importantes et magnifiques dans le monde. Voilà. Et après, j'ai d'autres axes de recherche où j'ai aussi plein de projets sur le stockage de CO2. Depuis ma thèse, je participe dans beaucoup de projets. J'ai aussi un projet qui me tient à cœur, la collaboration avec les mathématiciens pour faire des modèles des processus que j'étudie pour se projeter dans le futur proche ou dans le futur plus lointain. Donc, c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi, mais j'aimerais bien aussi développer cette approche mathématique dans mes recherches. C'est en tout cas ce qu'on vous souhaite. Merci. Un grand merci, Irina, d'avoir partagé avec nous vos recherches. Nous suivrons donc de très près vos futurs travaux de recherche. À très bientôt. Merci, à bientôt. C'était Lumière sur l'érosion des coraux avec Irina Boundeleva, maître de conférence à l'Université de Bourgogne.